Merci beaucoup pour cette invitation, effectivement, sur un sujet qui nous occupe au quotidien. Donc, quand on regarde les registres européens, en scanner, valvulopathie, c'est numéro 2, pour les valvulopathies connues et suspectées, numéro 7, et les IRM, c'est derrière. C'est 5, 6 et 10 respectivement, donc il y a de la marge de progression. Quand on regarde les publications dans le domaine, valvulopathie et IRM et scanner, vous voyez vraiment, ça explose à partir de, à peu près il y a une dizaine d'années, 2010 pour l'IRM, un peu plus tard, et un peu plus tôt pour le scanner. Donc là, on est en train vraiment d'être dans une phase importante. Alors pourquoi? Pour ce qui concerne le scanner, il y a eu évidemment des progrès considérables. Voilà les images actuelles qu'on a. Ici, je vous montre, alors, en l'occurrence, une bioprothèse chirurgicale. Vous voyez qu'avec la rapidité de rotation avec des machines actuelles, la faible irradiation et la faible quantité de contraste, on arrive à avoir de l'imagerie dynamique avec très peu d'artefacts liés à la structure de la valve. On voit très très bien les feuillets en dynamique et on a bien sûr, je pense que ce qui réconcilie tous les orateurs précédents, c'est l'importance de l'anatomie et de la visualisation, de la quantification de l'anatomie. Donc dans les guidelines, très clairement, la part du scanner est largement présente dans, évidemment, auprès de la team, dans le bilan pré-à-vie, à la fois pour le sizing de l'anneau, mais au-delà du sizing de l'anneau, sur l'anatomie de la racine aortique et de l'aorte, d'ailleurs je dirais même dans son ensemble, et bien sûr sur les voies d'abord, ça c'est bien sûr. Alors on a la chance d'avoir des guidelines récentes, à la fois américaines et européennes sur le sujet, qui sont extrêmement proches, et qui nous rappellent les règles de bonne pratique, en l'occurrence évidemment la mesure de cet anneau, qui est un anneau virtuel, au nadir des sinus, à la fois en termes de diamètre maximal et minimal, de surface et bien sûr de périmètre. Et là je rejoins le propos de Pascal Leprince, il est extrêmement important de passer du temps pour bien décrire l'anatomie de la valve et de la racine, et en particulier la quantité de calcification, la présence de rafets, leur position, la calcification ou non des rafets eux-mêmes, qui ne sont pas tout à fait de même nature que les zones commissurales. Et bien entendu, et c'est important bien sûr sur les valves natives, mais également dans le valve-in-valve, il y aura d'autres soucis qui vont être en particulier évidemment le rapport à l'anneau natif et à la hauteur des coronets. Alors les calcifications, c'est absolument important, ça intervient un peu, vous le savez, pour les patients chez lesquels le diagnostic est difficile, pour le diagnostic de sévérité, et donc en particulier dans l'algorithme pour les patients qui ont des flux, des débits qui sont faibles, avec des seuils pour l'homme et pour la femme qui ont été déterminés, mais c'est surtout très important pour prédire les complications éventuelles du TAVI en termes de déploiement, en termes d'occlusion coronaire, de probabilité de migration de la prothèse, de rupture de l'anneau, et également, et Nicolas en a parlé, sur le BAV. Alors il y a des tas d'indices très compliqués, de longueur de cette surface, de ces coulées calcaires qui descendent, qui sont donc non pas sur la valve, mais qui descendent de l'anneau sur les structures adjacentes, qui ne sont pas vraiment utilisées en pratique clinique, mais qu'il faut décrire au moins par classe en termes de mild, donc modéré ou sévère, avec des classifications qui sont proposées. La hauteur des coronaires, bien sûr, sera systématiquement analysée, ainsi que la morphologie, la largeur, la hauteur du sinus de Valsalva, et puis l'inclinaison également qui peut aider pour gagner un peu de rayon lors de la procédure elle-même. Donc tout ça fait partie, bien sûr, du quotidien. L'autre partie, c'est bien sûr les voies d'accès. Donc quand on a des sténoses, comme vous le voyez là, tout à fait inquiétantes, ou des occlusions artérielles, des tortuosités extrêmes, surtout s'il y a des calcifications, évidemment, la procédure va être contre-indiquée par voie basse, par voie fémorale. On peut avoir des fois des surprises, évidemment, comme ce thrombus à l'apex du ventricule gauche qu'il va falloir savoir décrire. Et puis quand on veut faire en Dorarca des voies aortiques directes, bien entendu, la présence d'une aorte porcelaine, de calcification sur l'aorte, les distances à l'anneau vont pouvoir être mesurées, bien entendu, sans problème. Voilà l'exemple d'une patiente effectivement bicuspide. On ne s'est pas concerté avec Pascal, mais je crois que c'est une patiente qu'on a en commun sur notre présentation. Bicuspidie AV de type 1, effectivement relativement peu calcifié, avec ce petit rafet ici que vous avez, vous voyez qu'il n'y a plus de triangle commissural et qui est calcifié, qui avait cette grosse calcification nodulaire, mais qui était à distance, et donc ça, on peut simuler ça, la bascule, si elle se fait parfaitement, ce qui n'est pas toujours le cas, parfois c'est en transversal, mais lorsque c'est longitudinal, on peut au pire estimer où va atterrir cette calcification, ça pose aucun problème. Elle, le problème qu'elle avait, c'était un accès fémoral qui était difficile sur les deux axes, à droite et à gauche, donc on vous fait en général ces voies d'abord, on vous simule
la voit d'abord directement, on regarde la tête fémorale avec ces reconstructions dites curvilinéaires, où ici le problème n'était pas du tout en regard du point de ponction, mais au-delà, mais en revanche, elle avait une parfaite carotide de gauche qui donc a été utilisée pour sa procédure. Alors, se pose la question, donc en prêt-à-vie, la question ne se pose pas, les guidelines sont très clairs, la totalité des équipes utilisent le scanner en prêt-à-vie. La question du post-à-vie est différente, et là, évidemment, le scanner peut également avoir un certain nombre d'avantages. Premièrement, sur le déploiement du stent, ici vous avez un stent auto-expansible parfaitement déployé, on peut voir le rapport au coronaire, les zones de coaptation ou de non-coaptation, c'est rarement le cas, au niveau de l'aorte en tout cas, et puis ce qui se passe également en bas, à la fois en regard d'un éventuel bourrelet ici, qui peut poser des soucis d'ailleurs sur le ventricule gauche, ou bien au niveau de la zone du sinus du septum membraneux, et donc ça confère les propos tout à l'heure de Nicolas. Et parfois on a d'autres types de complications, l'infarctus avec le thrombus VG, on en a parlé, mais on a très souvent parfois des patients âgés qui sont en fibrillation atriale et qui peuvent avoir un thrombus intra-auriculaire. On se pose la question de la cause de l'AVC, parfois on la trouve ici, et parfois on la trouve sur l'aorte, avec comme ici, vous voyez une petite blessure de l'aorte avec une plaque qui a été un peu décollée par la montée du dispositif, parce que quand on monte dans des aortes qui sont parfois très athéromateuses, il est possible d'emporter également un certain nombre de thrombus avec. Voilà des exemples de complications qu'on a pu avoir sur des patients récents. Ici, un RAF extrêmement difficile qui n'est pas calcifié, mais qui n'a pas pu être levé par l'expansion du TAVI. Vous voyez une plicature qui s'est faite en fait en regard de cette calcification. Ici, vous avez le scanner pré-TAVI. Et donc la plicature s'est faite comme ça. Heureusement, elle s'est faite au-dessus de la valve. Donc finalement, la valve était bien fonctionnelle. Et vous voyez ici dans le stent cette plicature qui s'est faite en réalité au-dessus. Donc en revoyant a posteriori l'image avant, il était difficile de prédire que ce rafet ne serait pas levé, mais Pascal nous dit qu'effectivement parfois ça peut être extrêmement difficile. Et ici, on a pu voir donc comprendre le mécanisme chez ce patient. Un autre patient qui avait un double valve-in-valve, ici vous voyez le rapport intime entre la valve aortique et la valve mitrale à 90 degrés. Aucun problème au niveau de la mise en place de ces deux valves qui ne se gênent pas mutuellement. Donc ça donne lieu à un certain nombre de mesures, bien entendu, pré-procédurales, et une complication assez classique qui peut survenir ici l'hématome rétropéritonéal sur une rupture vasculaire qui a été traitée par un stent avec succès sans problème. Parfois des complications un peu plus graves, comme ici une perforation du ventricule gauche. Ici vous voyez un petit pertuis avec ce faux anévrisme qui est directement en ligne directe finalement sur le trajet du guide chez ce patient. Vous voyez ici cette reconstruction, donc des choses qui peuvent arriver, puis parfois des migrations de prothèses. Ici une Edwards qui s'est retrouvée en abdominal à l'envers, et donc on avait une hypoperfusion en aval, bien entendu, et en particulier ici du tronc cœliaque, ce qu'on pouvait bien visualiser sur le plan anatomique, les rapports anatomiques grâce au scanner. Une corvalve a été mise rapidement pour la voie aortique, et puis ici un stent à la fois dans le stent sur l'aorte et dans le tronc cœliaque ont permis de reperfuser correctement l'aorte abdominale. Alors, une des choses qu'on a découvert assez récemment avec le scanner, en particulier en post-TAVI, c'est la présence de thrombose. Chez très peu de malades, on a vraiment la vraie thrombose symptomatique, clinique, échographique, avec l'augmentation du gradient de patient d'insuffisance cardiaque. En revanche, on s'est rendu compte, et ça a été décrit dans un certain nombre d'études, qu'on pouvait avoir jusqu'à 40, voire 50% des patients qui présentaient un degré d'hypodensité sur les feuillets. Alors ici, vous avez un feuillet sur un scanner dit dynamique, ou 4D, c'est-à-dire 3D au cours du temps. Vous voyez des feuillets très fins, donc moins on voit la valve et mieux c'est. Ici, on la voit beaucoup trop bien. Vous avez en fait le fond des 3 néosinus qui sont complètement comblés par ce matériel qui, en l'occurrence ici, est du thrombus. Et donc, on s'est dit que effectivement, il y avait probablement ici de la thrombose infraclinique. Quid de sa significativité? Alors parfois ça peut être trompeur, ça c'est un patient de la Pitié qu'on a fait effectivement avec ce scanner 4D. Vous voyez qu'on a une visualisation, malgré la présence du stent, ici une corvalve d'excellente qualité, non seulement de la valve elle-même, des néosinus, mais également de ce qui se passe à l'extérieur, du sinus natif. Et ça c'est probablement également très important. Et là on peut se dire, tout va bien, il y a un petit peu de cette fameuse hypodensité sous la valve, et donc ça c'est dans 80% des cas. Et la valve va bien, sauf qu'il faut faire très attention, bien tourner dans tous les plans de l'espace,
puisqu'ici, en transversal, on voit très bien qu'il y a manifestement un leaflet qui ne s'ouvre pas de façon correcte, et que c'est lié ici à cette thrombose de la base de la valve, ici de 50%. Donc, les classifications ont été proposées pour faire le rendu à la fois de la dynamique et de la quantification de cette thrombose. Et ici, en tournant bien autour, on voit manifestement ici qu'il y a un souci sur cette valve. Alors, l'étude Galileo nous avait montré qu'il y avait une diminution de cette, effectivement, de la mobilité des leaflets en scanner de façon beaucoup moins importante dans un groupe levodopa versus un groupe avec avec aspirine, et versus et également sur le plan de l'épaississement des feuillets, ce fameux HALT, également une très nette différence entre les deux groupes, antiplatelet thérapie versus rivaroxaban, et on attend beaucoup des résultats par groupe de l'étude Atlantis. Très clairement, ce qui est clair, c'est qu'on constate un nombre de thromboses infracliniques très important, beaucoup plus important que basé sur la définition clinique ou échographique habituelle chez les patients, puisqu'il a été détecté chez 22% des patients dans cette étude. Alors, quid de l'IRM finalement dans cette pathologie? Eh bien, la bonne classification des malades et la bonne indication, ça commence par le bon diagnostic, et là-dessus, il est possible que l'IRM aide. Très clairement, c'est un examen qui n'est pas en première ligne. Évidemment, l'échographie Doppler est en première ligne, mais dans des cas complexes, il a été montré qu'à la fois en planimétrie et également en utilisant l'équation de continuité, qui ici a l'avantage de ne pas faire d'hypothèse géométrique sur la voie d'éjection, et c'est un travail d'ailleurs qu'on avait fait à l'époque et validé ici avec Karine de France, on a montré la possibilité de très bien mesurer la sténose valvulaire. Ce qui me semble plus intéressant encore, c'est d'aller regarder ce qui se passe au niveau du myocarde pour stratifier les patients. Et je ne parle pas des patients les plus graves, dont Joao Cavalcante a montré que certains pouvaient même avoir des formes pseudo-amyloïdes. Je parle de détecter ces patients qui commencent à avoir de la fibrose interstitielle, puis de la fibrose dense, dont on sait que le pronostic est franchement défavorable, à la fois dans les séries chirurgicales et dans les séries de TAVI. Peut-être que c'est un des indicateurs intéressants chez ces patients qui ont une discordance entre la quantification de la sévérité du RAC et la fonction ventriculaire. Ça peut être intéressant probablement pour les détecter. Je ne rentrerai pas dans les détails, on a maintenant des données sur les données de fibrose interstitielle au-delà de ces données-là. Alors, le TAVI planning en IRM, est-ce que c'est possible? C'est possible, ça a même été proposé il y a très longtemps. Dans l'expérience locale, on le réserve uniquement aux patients qui ont des insuffisances rénales vraiment significatives. Alors vous voyez, c'est tout à fait possible. On peut se mettre dans tous les plans, les mêmes plans qu'en scanner, et faire une approche planimétrique, ainsi que, si ça veut bien passer, voilà, la voie d'abord, bien entendu, les voies d'abord fémorales, et les troncs supraortiques, ainsi qu'une étude de retentissement sur le ventricule gauche au passage. Alors, on a dit que la suffisance aortique n'était pas complètement annihilée par les dernières valves existantes. C'est vrai, et c'est un des grands avantages de l'IRM, là, pour le coup, c'est qu'on peut faire une estimation de référence vraiment extrêmement précise de la régurgitation aortique directe, indépendante du nombre de jets, de l'orientation des jets, de leur excentricité et de la morphologie de l'orifice régurgitant. Et ça, c'est vraiment un énorme avantage en se plaçant au-delà de la valve et en regardant simplement la colonne de sang qui va retomber dans le ventricule gauche et en quantifiant à la fois le volume régurgité et la fraction de régurgitation. C'est extrêmement précis, il a été montré que c'était reproductible et supérieur à l'échographie transthoracique à la fois sur les valves natives et en post-TAVI, et je tiens à ça de la Société américaine d'échocardiographie, et ça nous permet également de faire une analyse des valves, des multiples valves, de toutes les valves, y compris la valve pulmonaire et la valve tricuspide. Deuxièmement, on va regarder le ventricule gauche, les conséquences de la fuite, bien sûr, et éventuellement, ça va nous donner une deuxième méthode en utilisant la méthode de débimétrie pour bien corroborer nos méthodes réalisées en vélocimétrie. Donc ça, c'est assez utile. Alors, vous savez qu'il y a ces nouvelles techniques de flux en 4D. Ce que je viens de vous montrer, c'est du flux en 2D. Ça, c'était une valve qu'on a fait récemment, une bioprothèse chirurgicale de l'équipe de Pascal, sur laquelle on voit ici qu'il existe une fuite dont vous voyez qu'elle vient s'écraser ici contre le septum. Il y a une accélération à travers la valve, mais elle n'est pas sténosante. Et vous voyez en revanche ici cette fuite qui vient s'écraser contre le septum et qu'on va pouvoir quantifier directement. Ça, c'était l'exemple d'un patient jeune de 18 ans qui était tridux et avec une valvulopathie extrêmement sévère.
Et il y avait deux valves mécaniques, quasiment l'une en face de l'autre, donc en Doppler extrêmement difficile de savoir qui était quoi et ce qui se passait. Il y avait ces fuites que vous voyez ici, périprothétiques. La question était de savoir quelle était leur importance, et la fraction de régurgitation était tout à fait massive, donc ce patient a dû être réopéré. Pour la quantification de l'insuffisance mitrale, il est parfois très difficile et absolument impossible de quantifier les insuffisances mitrales sur ces images dynamiques. Les G peuvent être, comme vous le voyez ici, ce tout petit G très télésystolique tout à fait excentré, donc c'est pas une bonne méthode. En revanche, l'utilisation de la règle de la conservation des flux est très pratique et on peut, avec une très grande précision, mesurer et quantifier les insuffisances mitrales, y compris quand elles sont multiples et complexes, comme vous voyez ici, sur ce cas, et puis bien entendu, mesurer avec une grande précision le retentissement sur l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Voilà l'exemple en post-procédure d'un patient de l'équipe locale. C'est un patient qui avait une plastie mitrale, que vous voyez ici, vous voyez l'anneau de plastie, vous voyez le flux, là on est à travers le plan, hein. Et il y avait une fuite périprothétique importante chez ce patient, et il y a deux petites prothèses d'Emplatzer qui ont été positionnées ici, l'une à côté de l'autre, que vous voyez ici, et une fraction de régurgitation résiduelle tout à fait satisfaisante à 9%, qui a pu être mesurée grâce à cette technique de flux 4D. Voilà l'exemple d'un prolapsus des deux valves mitrales que vous voyez ici très bien, le prolapsus et l'insuffisance mitrale également qui vient s'organiser dans l'oreillette gauche. Vous voyez avec ces jets très complexes qui viennent s'amortir contre une oreillette gauche qui est dilatée. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on peut mesurer à la fois dans la horte et directement au niveau du ventricule gauche de la mitrale, le flux. Enfin, un dernier exemple ici, ici c'est une plastie chirurgicale tricuspide. Vous voyez qu'une très belle organisation du flux ici tricuspide avec un parfait résultat qui est ici comparé au flux pulmonaire. Bon, merci, Alban.